Bonjour tout le monde, donc je me présente, Edis Dessau, je suis développeur à OVH depuis maintenant 2 ans. Et ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que garder la clé de vos données est un moyen pour vous de garder la souveraineté aussi de vos services. Petite présentation du coup, qui je suis. Je suis développeur dans l'équipe de protection et de sécurisation de la donnée. C'est-à-dire tous les produits qui vont être autour de gestionnaire de clés de chiffrement, gestionnaire de secrets, et bientôt des coffres-forts physiques de sécurité. En plus de ça, je suis membre du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui est un petit collectif français qui font du cloud, mais le soir chez nous, on essaye d'héberger des choses pour les gens. Et comme vous allez pouvoir le voir, je ne suis absolument pas dans le design graphique. Donc, pour remettre dans le contexte, j'étais à OVH, on était dans l'équipe justement de chiffrement, des produits de chiffrement, et on était en train de sortir le nouveau produit à l'époque qui était le gestionnaire de secrets, qui est sorti un peu plus d'1 an maintenant. Et on reçoit une nouvelle commande d'un nouveau produit pour la suite, qui est le fait d'avoir un HSM souverain. Donc c'est le fichier qu'on reçoit, la commande qu'on reçoit. Et la question qu'on se pose dans l'équipe, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on fait ça? Et là, ce qu'on va voir sur la suite, c'est comment moi, en tant que personne qui est accompagnée sur l'architecture et participé au design de ce produit-là, comment est-ce qu'on a essayé de répondre à ces problématiques pour pouvoir donner un produit qui donnerait aux clients cet aspect de souveraineté. Je refais une petite présentation. Qu'est-ce que c'est un HSM? Sur le premier coup, moi, ça ne m'a pas énormément choqué. C'est quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est une petite clé ici. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, c'est une YubiKey. Et ça, c'est un HSM. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler dans ce cas-là. Ça va être des racks très très gros qui vont être là pour garder la sécurité des données. Ça va être des racks qui vont être faits pour être anti-intrusion, qui vont être anti-altération. L'objectif va être de s'assurer que votre clé ne peut pas sortir sous aucune contrainte. Et la question qu'on peut se poser, du coup, pour nous, en tant que développeurs, c'est à quoi est-ce que ça sert? Comment est-ce que je m'en sers? Pourquoi est-ce que j'en ai quelque chose à faire de ce HSM? Et en fait, il y a un certain nombre de cas d'usage auxquels un HSM répond. Donc HSL, c'est pour Hardware Security Module. L'aspect matériel dedans est très important. Le premier, c'est pour tout ce qui va être chiffrement au repos des données. Par exemple, si vous avez une base de données RGPD qui a des contraintes de certification, qui va avoir des contraintes de sécurisation de sécurisation légale ou de sécurisation par niveau de sensibilité. Si jamais vous avez besoin de faire des signatures de l'authentification, vous avez une clé vous avez votre Certificate Authority qui signe l'entièreté de vos paquets et la compromission de cette donnée vous ferait perdre une quantité d'argent très conséquente. Alors à ce moment-là, vous êtes prêt à vous assurer que cette clé ne sera pas perdable. Si jamais, par exemple, vous voulez sécuriser des infrastructures sécuriser des infrastructures de manière distribuée et que vous avez besoin de partager une clé entre l'entièreté de vos infrastructures, c'est aussi un moyen d'avoir le coffre-fort comme moyen de synchronisation. Ça répond à toutes les questions de où est-ce que je stocke ma clé. Une fois que j'ai fait le chiffrement, que j'ai verrouillé mes données, où est-ce que je dépose cette clé, de sorte à ce que cette clé ne soit pas perdue et que les données ne soient pas compromises. Donc ça, c'est pour la partie facile de la question. Maintenant, la question suivante, c'est la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on entend énormément récemment, mais un peu à toutes les sauces, et c'est compliqué d'arriver à vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce que signifie la souveraineté, en quoi est-ce que ça se traduit, comment est-ce que je vérifie si quelque chose est souverain ou non. Je suis allé faire un petit tour sur le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le CNRTL, qui donne pas mal de définitions lexicales sur l'ensemble des termes, et le terme de souveraineté a plus d'une vingtaine de définitions. C'est compliqué. J'ai essayé de vous en sélectionner quelques-unes, donc là vous en avez 4, qui essayent de regrouper chacune un aspect de ce que veut dire la souveraineté. On a plusieurs faces d'une seule et même pièce. Les choses qui reviennent, c'est que c'est une qualité d'une institution, c'est la qualité d'une entité sur elle-même. Donc c'est quelque chose c'est un adjectif de définition d'une institution et pas
Dans ce cas-là, pas d'un individu. Et c'est aussi un aspect d'autorité, de contrôle, de non-dépendance, et que cette non-dépendance soit totale. Pour la suite de cette présentation, ce que je vais vous proposer comme définition, c'est que c'est la qualité d'une entité à avoir le contrôle sur elle-même. Donc ça, c'est une définition avec laquelle on part. Mais dans l'environnement du cloud, dans l'environnement des service providers, qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté, de manière plus précise? Comment est-ce qu'on la traduit? Donc, je reviens avec une autre proposition qui est le fait d'avoir le contrôle de nos dépendances sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est d'avoir le contrôle sur nos données. Qui peut y accéder? Qui peut les lire? Je vais prendre un exemple, mais on parle de chiffrement. Les seules personnes qui vont pouvoir les lire à ce moment-là vont être les personnes qui ont la clé et qui ont accès à la clé et au blob chiffré, mais qui aussi peut y avoir accès via une requête juridique. Si jamais, avec une décision de justice, vous êtes obligé de déverrouiller le coffre vous-même, dans ce cas, il y a un accès possible à travers le chiffrement. Donc, donc la question justement autour de qui a accès et qui a le contrôle sur vos données. La deuxième, c'est sur la technologie. Qui possède la technologie que vous utilisez? Je prends un exemple assez récent, mais si jamais vous utilisez VMware, par exemple, qui est un logiciel de mise en place d'infrastructures, il n'y a pas longtemps, VMware appartenait à VMware. Aujourd'hui, VMware appartient à Broadcom. Et avec ce changement de propriétaire, il y a eu un changement de licence, il y a eu un changement de prix. Et comme vous n'étiez pas propriétaire de l'infrastructure, de la technologie que vous utilisez, vous devenez dépendant des décisions que va prendre cette personne. Si jamais demain HashiCorp décide d'augmenter les prix de l'entièreté de ses services, comme Terraform, Ansible ou HashiCorp le Volt, eh ben, vous devrez vous poser la question de est-ce que je me déplace ou est-ce que je paye? En possédant vos technologies, c'est une question que vous n'avez pas à vous poser. Et donc, vous avez une garantie pour vous et pour vos clients de stabilité et de confiance. Et la deuxième, c'est l'opérabilité. Vous êtes autonome sur l'opérabilité. Pour ça, je vais prendre un exemple. Durant le Covid, les hôpitaux avaient des contrats de maintenance pour tout ce qui est système de ventilation. C'était le cas notamment en France et en Allemagne. Et une chose qui arrivait à ce moment-là, c'est qu'il y a eu énormément de personnes dans les hôpitaux. Il y a eu énormément d'utilisation et il y a eu énormément de pannes. Le problème, c'est que l'entreprise qui était responsable de changer et de réparer les ventilations était saturée, n'avait plus la capacité de répondre à l'entièreté des demandes. Et ils avaient mis en place un système de contrôle à distance. C'est-à-dire que même si vous aviez la pièce, ou la capacité de la changer, de l'acheter et de l'installer, il fallait qu'un technicien vienne, scanne un QR code et vous dise c'est bon, vous avez payé, vous pouvez l'utiliser. Et du coup, avec ce système de contrôle à distance, de ne pas posséder l'entièreté de votre infrastructure, vous vous retrouvez avec un problème qui est que la personne dont vous dépendez, vous dépendez aussi de sa disponibilité, de son bon vouloir et des contraintes auxquelles elles sont soumises. Aujourd'hui, si jamais je passe par Gmail, par exemple, et que Gmail décide que les Européens qui travaillent dans le cloud, chez les concurrents, ne sont plus les bienvenus, et potentiellement, je perds tous mes accès personnels. Et donc, c'est sur ces trois aspects-là qu'on va essayer de poser la question de comment est-ce qu'on répond à cette contrainte de souveraineté. L'idée, et ce pourquoi c'est important, et ce pourquoi on y a passé plus de temps que sur qu'est-ce qu'un HSM, c'est que le fait qu'à OVH, on ait le contrôle sur nos dépendances, va vous permettre de vous les montrer, de vous montrer comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on prend nos décisions, de quoi est-ce qu'on dépend, et donc de quoi est-ce que vous, ensuite, vous dépendez. En ayant le contrôle et en réduisant le nombre de dépendances qu'on a, on réduit le nombre de dépendances que vous avez. Ça vous permet de plus facilement vérifier que chacune des dépendances qui existent vont être en accord avec vos décisions et vont potentiellement aussi réduire la capacité de problème. De manière assez syntaxique, c'est à qui est-ce que vous faites confiance? Et la question que j'essaye de poser aujourd'hui dans cette présentation, c'est
comment est-ce que je peux faire en sorte que vous me fassiez confiance sur le produit que j'ai eu l'occasion de réaliser. Pour ça, je repose une autre question. C'est comment est-ce que je peux faire en sorte que vous me fassiez confiance? Quelles sont les actions en tant que technicien, en tant qu'entreprise, qu'on peut prendre pour que des gens nous fassent confiance et quels sont leurs impacts? La première, c'est je peux dire être de confiance. Avoir du marketing, afficher des valeurs, le montrer, le signifier, est une manière de le faire. C'est accessible à tout le monde, ça a l'avantage que n'importe qui peut le comprendre et que c'est assez facilement mis en place. Il suffit, pour ça, il suffit de communication, le mettre en place sur des sites web, faire potentiellement de la diffusion à plus large échelle. Mais le problème, c'est que ça n'engage pas forcément. C'est compliqué de vérifier le lien entre ce qui est dit et ce que ça impacte derrière. Quand une entreprise dit « je suis un cloud de confiance », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un cloud de confiance pour moi? Est-ce que c'est un cloud de confiance pour eux? Est-ce que c'est un cloud de confiance pour une autre personne que je ne connais pas? Je connais le terme, mais je ne sais pas en quoi il se traduit. Un autre aspect qui va un peu plus loin, qui est un peu plus technique, qui est donc moins disponible, mais est plus lié à un certain nombre et plus vérifiable, ça va être l'auditabilité. L'auditabilité, ça va être la capacité, la possibilité de donner des preuves de confiance. Je vais vous donner l'entièreté de vos logs de votre produit, par exemple, pour que vous puissiez voir toutes les actions qui ont été faites. Je vais vous donner l'entièreté des actions que nous, on a fait en termes de maintenance. Des actions qu'on a fait, nous, en votre nom, pour faire tourner votre produit, pour faire tourner votre infrastructure. C'est des détails qui sont très techniques, qui sont du coup accessibles à moins de monde, mais qui ont l'avantage de pouvoir être vérifiables. On peut comprendre ce que ça veut dire, on peut comprendre ce que ça implique. Et donc, quand je dis on ne fait pas d'action en votre nom, vous avez un moyen d'aller regarder, dans la mesure où vous êtes capable de comprendre l'entièreté des logs. Et ça, c'est une contrainte qui est assez conséquente, c'est-à-dire que peu de monde va pouvoir actionner ce levier-là. Et c'est pour ça que pour aller plus loin, il y a un autre aspect qui est la certification. Ça va être d'avoir des personnes externes qui font partie d'entreprises externes, qui vont pouvoir venir vérifier l'entièreté de vos logs, vérifier l'entièreté des preuves, de vos architectures, de votre documentation, et pouvoir mettre un gros tampon à la fin disant selon nos critères, selon notre compréhension, alors ça vérifie bien notre liste qu'on a établie. Et donc, en tant qu'utilisateur, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que je suis en accord? Est-ce que les critères définis par cette entreprise, par cet organisme de certification sont en accord avec ce dont j'ai besoin, ce que je souhaite? Et donc c'est une question qui devient plus facile, parce qu'on peut parler beaucoup moins technique et on peut parler un peu plus en termes de valeur, en termes de dépendance et en termes de dépendance. Donc ça, c'est quelque chose qui devient plus accessible à un nombre de personnes. Et des fois, ces certifications sont réglementaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le choix pour tout ce qui va être santé, RGPD ou bancaire. Et un dernier aspect, c'est celui de la transparence. La transparence, je le remets plus loin que l'auditabilité, parce que c'est vraiment celui de la transparence dans le sens où je vais vous dévoiler l'architecture qu'on a mise en place. Je vais vous dévoiler les briques qu'on utilise. Et potentiellement, à terme, le code qui est mis en place, qui est déployé, de sorte à ce que vous ayez l'entièreté des informations existantes pour pouvoir décider si, oui ou non, ce qu'on fait est ce que vous avez besoin qu'on fasse. Ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de vous donner, dans le temps qui me reste, un aperçu de comment on a essayé de répondre à cette question. Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place et quelle est l'architecture avec laquelle on est arrivé, de sorte à ce que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce qu'on a répondu et vous puissiez vous faire un avis si oui ou non on est digne de confiance sur cette partie-là. Donc ce que je vous propose pour la suite, c'est d'ouvrir ces boîtiers et de voir un petit peu comment est-ce qu'on a fait.
Donc un produit HSM souverain. Une première question que je me pose, c'est à OVH, pourquoi est-ce qu'on est connu? Qu'est-ce qui fait qu'on est connu? Une des premières réponses qu'on a sur ce sujet-là, c'est qu'on est connu majoritairement pour tout ce qui va être nos serveurs dédiés. Ça fait depuis 1999 qu'on vend des serveurs dédiés. C'est le plus gros de ce qu'on vend, c'est le plus gros de ce pourquoi les gens nous utilisent. Et donc, étant donné que nos utilisateurs sont déjà habitués à ça, ça aurait un sens de refaire la même chose. Une première idée, c'est de dire, vous avez des HSM, vous savez à quoi ça ressemble, vous avez l'habitude de les utiliser, et vous voulez simplement en louer un pour moins cher que son prix d'achat, pour un temps plus court. Mais vous voulez garder cet aspect de contrôle, vous voulez garder cet aspect de maîtriser l'entièreté des étapes, et qu'il n'y ait personne entre le matériel et vous. Donc ça, c'est une première solution qui est venue en tête, c'est une première solution qu'on a proposée. Et ça vient avec un certain nombre d'avantages. Donc comme je disais, vous avez un contrôle complet. Le HSM, on lui met l'électricité, on lui met Internet, et ensuite, vous y avez accès. Comme s'il était dans une salle un peu plus loin, et tout le reste a complètement disparu. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un serveur qui est dédié et d'avoir une sécurité complète et d'être seul sur ce HSM. Vous avez une isolation matérielle, vous êtes absolument seul dessus. Il n'y a personne qui va pouvoir, y compris dans le data center, qui va pouvoir venir interagir avec de sorte à vous faire perdre vos clés ou vous pouvoir aller lire vos clés. C'est des boîtiers qui sont extrêmement sécurisés en termes d'accès. Et donc, il y a énormément d'étapes d'accès. En général, vous avez la garantie de pouvoir être les seuls dessus. Et si jamais vous avez déjà l'habitude d'utiliser ces boîtiers-là, parce que vous en aviez précédemment et que vous êtes en train de vous poser la question d'une migration, le boîtier proposé est exactement le même, sous le même format. Donc ça va vous donner la possibilité de redéployer vos applications sans avoir à faire de modifications significatives. C'est-à-dire que ce qui marchait avant va pouvoir continuer de marcher. Et donc ça permet d'avoir des migrations vers le cloud qui sont beaucoup moins douloureuses. L'applicatif est exactement le même. Par contre, ça vient avec quelques limites. C'est-à-dire que c'est un produit qui, malheureusement, n'est pas adapté à tous les besoins. La première, c'est que faire de la gestion de HSM est une tâche très complexe. Pour pouvoir réussir à avoir une synchronisation de vos clés entre un HSM et un autre, de sorte à ce que si jamais il y en a un qui a une panne, vous ne perdez pas l'entièreté de vos données, vous ne perdez pas l'entièreté de vos données de production. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui prend du temps, qui prend des gens qui sont expérimentés, qui vont faire des architectures, qui vont faire des designs. Et ça, c'est un coût qui est assez conséquent en termes d'investissement, mais une fois qu'on l'a fait, l'architecture peut tourner de manière assez fluide. Et donc, à moins de l'avoir déjà fait, c'est un coût qui peut être dissuasif. La deuxième, c'est que ces boîtiers-là coûtent cher. On n'est pas sur les prix des derniers GPU, mais c'est loin d'être les boîtiers les moins chers. Et donc, c'est un investissement. Et si jamais vous le faites pour un aspect de certification et que vous mettez 2 clés de chiffrement dedans, ça peut faire un peu mal en termes d'utilisation. Et donc, se pose la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'un boîtier en entier? Et un dernier point, c'est que même s'il y a des standards de communication en tout ce qui est chiffrement de la donnée, les constructeurs aiment bien ne pas entièrement les respecter. Et donc se pose la question de la dépendance aux vendeurs. En prenant un exemple, certains vendeurs vont avoir respecté une partie de la documentation et pour certains points vont avoir dit « Ah, finalement, moi, je fais différemment ». Ah, finalement, en fait, cette fonctionnalité que vous voulez, je l'ai appelée autrement, elle est à un autre endroit. Et pour l'utiliser, il faut payer une licence pour ces choses-là. Et donc, vous allez avoir une dépendance aux vendeurs, ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont déjà un workflow existant vont être contraints de souvent rester sur le même constructeur de HSM. Et pour une autre contrainte aussi, c'est que vous ne pouvez pas sortir vos clés du HSM. Donc, les vendeurs proposent régulièrement d'avoir des solutions pour passer d'un HSM à l'autre chez eux, mais vous pouvez difficilement changer d'un vendeur pour un autre. Donc on a vu que
ça, c'est une première solution qu'on a mis en place. Pour nous, de notre côté, elle est assez facile à mettre en place. Elle vous donne un accès complet, elle vous donne un contrôle complet, vous faites ce que vous voulez dessus. Mais se pose la question de qu'est-ce qu'il y en est pour les utilisateurs qui n'ont pas cette capacité technique, n'ont pas envie de mettre cet effort technique, veulent quelque chose de plus simple à gérer, de plus facile à prendre en main. Et pour ça, OVH, on a déjà une solution, justement, celle sur laquelle je travaillais avant, qui est un gestionnaire de secrets, abrévié en KMS, Key Management Service. Et c'est assez facilement, c'est un produit sur lequel vous pouvez cliquer et vous avez une clé de chiffrement, vous avez une interface standard sur laquelle vous allez pouvoir faire vos utilisations, mais toute la partie synchronisation, toute la partie backup, toute la partie réplication, votre disponibilité est déjà gérée. On vous propose une interface de consommation, toute la partie administration et management est déjà faite. Et ça, pour l'instant, c'est que des clés logicielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clés qui sont stockées dans un coffre-fort. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de le faire. Et donc, justement, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est qu'en prenant l'infrastructure déjà existante, on lui a rajouté en back-end, par derrière, un HSM, et on a transformé légèrement le code de sorte à ce que quand vous commandez une clé, vous ayez la possibilité de dire « je voudrais qu'elle soit stockée à tel endroit ». Donc à ce moment-là, c'est le KMS qui va vouloir faire la translation de vos instructions de consommation directement à HSM, qui va s'assurer de la disponibilité de la clé. Et étant donné que le front-end va être répliqué à plusieurs endroits, pour vous, la consommation va être comme si vous passiez à travers le KMS. Vous n'allez pas voir de différence. Mais par contre, la clé répondra bien aux contraintes de sécurité. Elle sera bien stockée là-dessus. Et bien sûr, et ça s'intègre avec l'entièreté de l'environnement OVH qui existe. Donc c'est-à-dire qu'on va y avoir tout ce qui est gestion des droits grain fin pour ce genre de produit, où justement il y a des questions de qui a le droit d'accéder à quelle clé, qui a le droit d'accéder à quelle donnée, qui peut déchiffrer ou qui ne peut pas. Et il y a aussi tout ce qui est intégration avec les autres produits. Le KMS a l'avantage de pouvoir être utilisé à travers d'autres produits pour tout ce qui est chiffrement de la donnée, chiffrement du stockage S3, des choses comme ça. Donc ça, sur les avantages de cette version-là du produit, c'est que vous pouvez commander et avoir votre clé, ça prend pas longtemps. Et justement, l'idée, c'était qu'on avait déjà quelque chose d'existant, quelque chose où les gens pouvaient être habitués, et sans changer l'habitude, continuer à proposer une modification. Donc, comme je l'ai dit, l'intégration avec les produits déjà existants. Et finalement, tout le design des produits qu'on a essayé de mettre en place, c'est le fait qu'il n'y ait pas de verrouillage par le vendeur. Donc, c'est un coffre-fort de sécurité. Vous ne pouvez pas réellement repartir avec la clé, parce qu'on violerait l'entièreté des certifications de sécurité. Mais pour autant, les interfaces qui sont proposées, vos interfaces de consommation, elles sont standards et sans déviation. Elles sont standards sans déviation, de sorte à ce que si demain vous changez d'avis, demain vous voulez changer de constructeur, vous voulez changer de vendeur, vous avez la possibilité de faire une migration, une rotation de vos clés, rechiffrer l'entièreté de votre donnée, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça se fait relativement bien, et juste changer le back-end que vous avez pour votre chiffrement. Dans les limites qu'on a, vous avez des performances qui sont limitées. Pas forcément. Elles sont conséquentes, mais elles sont limitées dans le sens où vous êtes plusieurs sur le hardware. Là où avant, vous étiez seul sur votre machine et vous garantissez l'entièreté de l'accès à cette machine, aujourd'hui, vous passez par un service qui, lui, a des limites de consommation. Il y a du rate limiting qui est appliqué, ce qui fait que si jamais vous voulez faire 2000 opérations par seconde, et bien à ce moment-là, vous allez avoir quelques problèmes parce qu'on ne va pas être capable de répondre à ces besoins-là parce que l'idée, c'est que le HSM, il est partagé entre plusieurs personnes. On va stocker les clés de plusieurs personnes dessus. Et donc, les performances de ce HSM vont être divisées entre toutes les personnes qui veulent l'utiliser. Et l'isolation est le logiciel, c'est-à-dire que le HSM, le KMS va stocker ses clés sur le HSM, mais vos clés et les clés du voisin seront toutes considérées par le HSM comme des clés du KMS. C'est-à-dire que toutes les clés appartiennent... Et c'est le KMS qui va faire la gestion de telle clé appartient réellement à telle personne. Ce qui va
faire que cette gestion d'accès et de droit, elle est logicielle, et donc a plus de chances de... répond moins à des contraintes de sécurité. Et donc, sur ces deux aspects, on se retrouve avec deux offres qui sont aux deux extrêmes de la facilité d'utilisation et du niveau de certification et de renforcement proposé. Et se pose donc la question de... il y a une insatisfaction qui se met en place dans l'équipe, en tout cas sur la partie architecture, qui est il manque quelque chose au milieu, il manque quelque chose de facile d'utilisation où on pourrait quand même permettre aux clients d'avoir le contrôle au contrôle et leur montrer, leur donner la confiance par la transparence. Leur dire, quand on va faire cette opération, ça va faire telle opération, et vous pouvez nous faire confiance parce qu'on va vous le montrer, parce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Et donc, justement, la partie sur laquelle on est en train de travailler encore aujourd'hui, mais uniquement sur le dev, c'est comment est-ce qu'on met en place un HSM cloud. L'idée, c'est de vous donner accès à un HSM comme s'il était dans une salle à côté, mais que nous, derrière, en fond, on va gérer l'entièreté des aspects complexes et on va vous proposer un HSM tel que vous en avez l'habitude, ou tel que, de manière assez standard, comme les autres, mais qui va être, dont on va s'assurer de la réplication, dont on va s'assurer de la haute disponibilité, sans pour autant qu'on vienne en intermédiaire entre vous et le HSM. Donc c'est ce que je vous propose de voir sur les quelques minutes qui me restent. Ce que je vous propose, c'est que l'idée sur la construction, c'est que vous êtes tout en haut. C'est-à-dire que vous avez vos produits et vous vous posez la question de comment est-ce qu'ils accèdent aux HSM qui sont en bas. Les HSM, ils sont mis directement en data center. Et l'idée, ça va être que pour s'assurer que de votre réplication, de votre disponibilité, on ne peut pas sortir les clés du HSM. Je ne peux pas me dire je fais un export du HSM dans une base de données et si jamais tous les HSM disparaissent, alors à ce moment-là, tout fonctionne. Non. La réplication, elle se fait de HSM en HSM. Et je ne peux pas me passer du dernier HSM. Donc l'idée, c'est pour vous assurer cette disponibilité, on met en place trois partitions. Vous allez avoir quelque chose qui fait partie de la plupart des certifications, qui est que les HSM peuvent gérer ce qu'on appelle des partitions. Ils vont pouvoir allouer une partie de leur disque et avoir un utilisateur dédié pour cette partie-là. Et ils vont avoir une segmentation entre les utilisateurs. Il va y avoir du renforcement des threads, des renforcements des partitions, des renforcements des accès dans le périmètre de la certification. Donc on va essayer de se baser sur des choses qui sont déjà certifiées et de pas trop en sortir. Donc vous avez vos 3 HSM et la question c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que vous puissiez communiquer avec sans problème. L'idée c'est que les HSM ils sont consommés de manière standard, ils sont consommés à travers ce qu'on appelle un driver PKCS11. PKCS11 c'est le standard de communication pour les clés de chiffrement qui a été établi par Oasis il y a quelques années maintenant. Et c'est, de manière générale, quand vous achetez un HSM, vous voulez l'utiliser, c'est l'outil qu'on vous donne pour pouvoir le communiquer avec. Et donc si jamais il y a 15 standards et qu'on se dit « ça va pas », du coup on fait un nouveau qui va tout révolutionner, on a 16 de standards. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc ce qu'on fait, c'est ce qui existe déjà. On se rebase sur le standard déjà existant et on vous propose un driver PKCS11. L'idée, c'est que tout fonctionne comme si vous aviez quelque chose déjà existant. Et ensuite, on va avoir 3 gateways. Les gateways sont là simplement pour faire le lien entre... elles vont recevoir les instructions du driver que vous avez envoyé, qui sont vos instructions. Ils vont faire le lien avec quel client. À quel client appartient quelle partition. Et un autre aspect qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est que ça va aussi faire une traduction des instructions. Comme je l'ai précisé précédemment, il y a des particularités d'un vendeur à l'autre. Et là, l'idée, c'est que une chose que je n'ai pas faite, c'est vous dire quelle marque on avait. Je le ferai plus tard, mais je ne vous ai pas dit quelle marque de HSM on a. Et c'est pour l'instant pas intéressant dans le design, parce que l'objectif de ce design-là, c'est que vous n'en ayez pas besoin. On va vous la donner, parce que c'est quand même intéressant pour savoir qui vous protège, mais vous ne parlerez pas un langage différent en fonction
du vendeur que vous avez choisi. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a essayé de faire, c'est comment est-ce qu'on fait de la traduction des opérations qui sont envoyées, de sorte à ce que vous puissiez garder cette fluidité. Et donc on va avoir les 3 HSM Gateway, une devant chacun des HSM qui vont recevoir les opérations et vont les traduire directement en HSM, faire les opérations et vous les renvoyer. On a une petite base de données entre ces HSM-là pour faire toute la synchronisation de qui a eu accès, comment est-ce qu'on a géré, qui a eu accès, qu'est-ce qu'on a fait comme opération. On va aussi l'utiliser pour tout ce qui est un certain nombre de... Pour du cache, si jamais vous faites régulièrement des opérations, on va pouvoir vous les donner sur des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que l'entièreté de vos clés restera protégée par le HSM. Elles n'existeront jamais en clair, en dehors du HSM. Et pour autant, si jamais un des HSM disparaît, alors en ce moment-là, on va pouvoir continuer de fonctionner sur les 2 autres, le temps qu'il y en ait un 3e qui arrive, ou brancher le 3e qu'on avait en stock, de sorte à ce qu'on le remette et refasse la synchronisation de vos clés sur le 3e HSM. Donc cette offre-là, dans les avantages qu'elle propose, le premier, c'est que ça vous permet d'avoir un prix adapté à votre usage. Ce qu'on avait avant, c'est que vous payiez l'entièreté du boîtier, et maintenant, vous pouvez payer un 10e. Seulement un 10e du boîtier. Ce qui vous permet que si jamais vous n'utilisez qu'un 10e, alors à ce moment-là, ça va fonctionner, mais si jamais vous voulez en payer 2 dixièmes parce que vous avez besoin de 2 fois plus de performance, alors à ce moment-là, on peut en discuter. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus adapté à ce que vous utilisez réellement. Vous avez une garantie de performance, étant donné qu'on sait combien de personnes est-ce qu'on va mettre sur le HSM, on sait combien de performance a le HSM, on peut vous dire, vous avez le droit à autant, et ces performances sont beaucoup plus élevées que sur un service entièrement SaaS. Et fully managed, mais vous gardez le contrôle. On vous dit ce qu'on va faire avant de le faire, et vous acquiescez ou non sur ces actions-là, et on ne fait pas à votre place. Il y a quand même quelques limites, le produit étant entre les deux. C'est que c'est du hardware mutualisé, même si on utilise les avantages des choses qui font partie de la certification sur le hardware, vous restez plusieurs utilisateurs sur le hardware, avec une séparation logicielle forte, mais on reste plusieurs dessus. Et un dernier point, c'est que vous avez quand même besoin de nous faire confiance à nous. Parce que je vous dis tout ça, mais vous avez quand même besoin de nous faire confiance sur la propreté avec laquelle je l'ai fait, le fait qu'il n'y ait pas de bugs et des choses comme ça. Et donc le dernier point, c'est qu'est-ce que nous, on fait en termes de boîte de manière générale parce que moi, en tant que tech, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce qu'on fait dernièrement pour que je vous valide que mon mieux était suffisant. Et pour ça, du coup, à venir, les produits de sécurité qu'on a, on passe énormément de certifications. On est encore en train d'en passer en ce moment-là, mais on a aussi des certifications sur la qualité de la cryptographie, des certifications sur la gestion des accès et des droits, on a des certifications sur la gestion des données. Et en plus de ça, on est en train de travailler à pouvoir open sourcer l'entièreté du code. De sorte à ce que demain, vous puissiez y avoir accès et choisir, et vérifier que ce que je viens de vous dire est quelque chose de réel. Donc voilà les 3 produits qu'on a réussi à construire dans l'équipe. On n'a pas réussi à construire un produit qui répondait à toutes les questions, mais on a essayé d'en faire 3, de sorte à ce que chacun de vos besoins puisse se retrouver dans une chose. Et au niveau du hardware, du coup, on est parti avec 2 constructeurs. Le premier, du coup, c'est Thales. Ça fait 20 ans qu'il est là, ça fait 20 ans qu'il n'a pas bougé, et donc il est solide, les gens font confiance à Thales. Le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'il n'a pas bougé, et donc le cloud, ça n'existait pas à l'époque. Donc à côté, il y a un petit nouveau qui s'appelle Provenrun, qui est une startup avec laquelle on travaille justement pour fabriquer du nouveau hardware qui soit adapté à nos besoins en termes de cloud provider. C'est-à-dire que un exemple tout con, c'est que je veux une API REST pour pouvoir faire de l'administration. Ça n'existe pas sur Thales, ça existe sur Provenrun. Ça me permet vraiment de la gestion beaucoup plus fluide. Ça permet d'avoir un HSM qui est vraiment moderne et donc adapté à ce qu'on veut faire. Et donc adapté à ce que vous voulez faire. Ça me permet de le faire plus facilement. Merci beaucoup pour votre attention. Et si jamais vous avez quelques questions, il nous reste une dizaine de minutes, il me semble. J'essaierai d'y répondre tant bien que mal.